Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter de savoir si nous sommes donc des Gaulois réfractaires au changement ou est-ce que nous serions finalement des taureaux qui fonçons dans l'arène tête baissée et visant le foulard rouge qu'agite le matador ou est-ce que nous serions des moutons de Panurge. Comme vous avez pu le constater, j'ai choisi un titre un brin provocateur pour coller parfaitement à l'actualité, puisque notre président de la République donc, était en voyage donc officiel au Danemark, hein, donc, a encore lancé une nouvelle phrase polémique, et s'est amusé à lancer goguenard en comparant donc, les Danois, peuple luthérien, donc, qui serait ouvert aux transformations, et les Français à des Gaulois réfractaires au changement. Alors dans cette vidéo, hein, comme à notre habitude, hein, nous allons tenter de décrypter l'actualité, décrypter aussi le langage hein, de nos hommes politiques, pour en savoir un petit peu plus sur les idées sous-jacentes hein, qui sont véhiculées à travers leurs discours. Et puis, bien entendu, on cédera quand c'est possible hein, des astres, tout en sachant, donc ça j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises à différentes personnes hein, qui, c'est vrai, peut-être cherchent des vidéos où on parlerait exclusivement astrologie, mais sans forcément coller à l'actualité, ou si on y colle, bon, on n'intervient pas, si vous voulez, l'arène, on ne descend pas dans l'arène politique et on ne fait pas de transgression où on n'a pas de, si vous voulez, d'opinion subversive. Or, c'est pas du tout le créneau que j'ai choisi, puisque tout en restant collé à la réalité, tout en sourçant mes informations, hein, donc en faisant cette corrélation entre les mouvements célestes, les mouvements cosmographiques, ce que veulent nous dire les planètes, sans trahir la sémantique et la symbolique planétaire. Donc j'essaye toujours d'avoir dans la ligne éditoriale qui est la mienne, hein, d'essayer justement d'apporter une controverse, d'apporter une forme de réinformation. Ça se fait beaucoup. Ben, vous avez vu que le fait que ben, il n'y a plus de journalisme, il y a des grands médias qui existent toujours, mais qui sont tous à la main maintenant des 10 milliardaires, 10 argentiers, donc qui ont fait main basse hein, sur notre presse et nos médias. Et donc les gens se rendent de plus en plus compte, pour certains depuis très longtemps, puis pour d'autres qui commencent à s'en rendre compte que maintenant, que ben, les médias nous racontent, pas tout le temps, hein, mais la majeure partie du temps, beaucoup de vérités qui sont complètement travesties, qui collent pas du tout à la réalité, et je dirais même qu'il y a par moments, et même très souvent, de plus en plus souvent, de la propagande. Donc c'est la raison pour laquelle de plus en plus de gens viennent. Alors il y a de plus en plus de gens qui se mettent dans la peau d'une sorte de journalisme, hein, voilà, qui sont des sortes de lanceurs d'alerte. Donc moi, ça fait 7 ans hein, que je fais ça, donc je le dis au passage, parce que c'est vrai que j'ai eu des fois des messages, il y a beaucoup de gens qui sont très satisfaits, ou en tout cas qui trouvent de l'intérêt à cet exercice-là, et puis d'autres, bon, ben, forcément, les puristes, peut-être qu'ils ne seront pas forcément d'accord, peu importe, de toute façon, tant qu'on a encore la liberté d'expression, parce que ça risque peut-être de ne pas durer, donc je ne sais pas pendant combien de temps on pourra faire ce type de vidéo, tout en sachant qu'il y a d'autres gens qui sont encore plus subversifs, il faut en profiter, voilà, donc c'est le cas, alors voilà, on continue, donc gaiement donc dans cette lignée-là, et j'espère que vous continuerez à me suivre et à partager les vidéos, si bien entendu elles vous plaisent. Alors voilà, par rapport à ce que disait donc Emmanuel Macron, donc qui est devenu vraiment coutumier du fait, hein, de parler comme ça à l'étranger, de dire des choses hein, sur le peuple français, de les critiquer quelque part. Alors on se demande, normalement le rôle d'un chef de l'État, c'est pas forcément normalement de critiquer son peuple, c'est plutôt de le soutenir, de lui apporter des solutions, d'œuvrer pour l'intérêt général. Donc comment dirais-je, il dit que les Gaulois, donc en l'occurrence hein, les Français, tout en sachant que tout le monde n'a pas des origines, je dirais, judéo-chrétiennes ou européennes, des racines gauloises, hein, pour aller par là, hein, puisqu'il y a eu aussi des gens qui sont issus de d'autres communautés, hein, même s'ils font partie de la communauté nationale, et même si certains, malheureusement, sont exclus, ou on les a exclus, enfin, ça ferait l'objet d'un débat, peu importe. Donc, en tout cas, il faut s'entendre sur ce que veut dire le mot changement, parce qu'il dit que les Gaulois seraient réfractaires au changement. En fait, ce mot changement, si vous avez remarqué, il fait partie de toute une batterie d'éléments de langage. Hein, il s'agit aujourd'hui, en fait, c'est comme s'ils avaient travesti un petit peu ce mot changement, parce que ça rentre un petit peu dans le registre de la novlangue. Donc une novlangue hein, qui est
battu et rebattu depuis des années par les technocrates et les communicants pour maquiller une action politique en réalité très négative pour l'intérêt général et le peuple en une expression à connotation positive. Alors, vous vous souvenez peut-être tous du slogan de campagne de François Hollande, c'est pas si loin que ça, c'était en 2012, on a l'impression que c'était une éternité. Le changement, c'est maintenant, donc qui était connoté, en tout cas à l'époque, sur le papier, pour les électeurs, surtout pour les électeurs de gauche, positivement, pour finalement se traduire dans la réalité par de mesures tellement impopulaires et rétrogrades socialement, comme on a eu la loi El Khomri Emmanuel Macron, puisque en fait Emmanuel Macron faisait partie d'un des rédacteurs, et on a eu d'autres mesures comme le CICE, voilà, je ne vais pas tous les citer. Là, c'est vrai que ce serait bien peut-être de rafraîchir la mémoire à certains, parce que quand je vois le nombre de gens qui effectivement s'extasient maintenant au fait que François Hollande pourrait être de retour en politique, c'est vrai que c'est assez stupéfiant de voir que, comme disait Voltaire, la politique est souvent faite par des gens sans scrupules pour des gens sans mémoire. Et c'est là après où je viendrai sur le volet. Donc j'ai cité taureau, le taureau qui fonce tête baissée, et puis le mouton de Panurge. Donc là, c'est vrai que vous avez pu le constater, François Hollande n'a pas pu, à cause de tout ça, à cause de toutes les mesures impopulaires donc qui ont dégradé donc les comptes publics, qui ont dégradé socialement aussi les acquis donc des Français acquis de longue date, donc qui n'ont pas permis aux locataires de l'Élysée de se représenter pour un second mandat. Et donc c'est vrai qu'Emmanuel Macron, lui, poursuit en fait l'œuvre de régression sociale en réalité de son père spirituel François Hollande, mais cette fois au pas de charge et de façon beaucoup plus assumée, un brin frondeur. Alors la stratégie de communication, vous l'avez bien compris, donc de Emmanuel Macron, n'est plus cette fois de brosser les Français dans le sens du poil, ou en tout cas de ménager la chèvre et le chou, comme le faisait peut-être François Hollande, justement, qui continuait, qui essayait de se faire passer pour un socialiste, alors qu'en réalité, il était complètement inféodé donc à l'Union européenne et à tous l'oligarchie, donc qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Donc Emmanuel Macron, lui, il est là, au contraire, pour piquer l'orgueil de nos compatriotes par des petites phrases ça et là, et donc cette désinvolture se retrouve d'ailleurs aussi chez les ministres. Alors là, vous vous souvenez tous de cette phrase-là, pendant l'affaire Benalla, à l'issue de cette affaire-là, donc on voit que Macron avait dit, s'il cherche un responsable, le seul responsable c'est moi, et moi seul, et en l'occurrence, venez me chercher, donc c'est-à-dire c'est un défi lancé aux Français. Donc il y a déjà eu dans le passé d'autres phrases comme ça, extrêmement provocatrices, et donc on l'avait vu au travers de différentes vidéos sur Emmanuel Macron, on avait expliqué, et on va y revenir, les raisons pour lesquelles il est justement frondeur et un brin provocateur. Alors vous avez aussi par exemple Aurore Berger, donc qui fait partie d'En Marche, donc qui est députée, qui fait partie de la majorité, la majorité présidentielle, et donc avait lancé Les Français sont schizophrènes et les retraités peuvent faire un effort. Un autre député, cette fois masculin, donc, qui s'appelle Éric Alauzet, donc, qui avait déclaré le 5 mars donc les retraités d'aujourd'hui font partie d'une génération dorée, et s'ils ont travaillé toute leur vie, ça ne suffit pas comme argument au moment où il faut trouver de l'argent pour renflouer les caisses de l'État. On a même des journalistes comme Christophe Barbier du Point, le fameux journaliste avec l'écharpe rouge, n'hésite apparemment plus à emboîter le terrain du cynisme le plus absolu, même si vous allez le voir dans cette vidéo, dans cette très courte vidéo, dans son habileté rhétorique, juste avant de lancer sa phrase polémique, il a bien pris le soin de déminer le terrain en disant « sans sombrer dans le cynisme absolu ». Question politique, c'est des retraités en colère. Encore une fois, est-ce que ça peut être dangereux? À long terme, je ne crois pas. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que d'ici la fin du quinquennat, il y aura peut-être l'occasion de donner un petit peu pour les retraités, et notamment de leur faire comprendre que les baisses de taxes d'habitation vont compenser un peu l'effort qu'on leur demande. Là, l'erreur du gouvernement, c'est une erreur dans le calendrier. Faire la mauvaise potion d'abord et peut-être la bonne après. Ensuite, il y a chez les retraités une attention aussi à ce qui se passe chez leurs enfants et leurs petits-enfants. Si d'ici la fin du quinquennat, ces gens-là voient que ça va quand même beaucoup mieux, que les petits-enfants ont trouvé du travail et que les enfants, eux, ont gagné du pouvoir d'achat, peut-être qu'ils seront un peu plus indulgents à l'écart du gouvernement. Et puis, sans tomber dans le cynisme, il y a beaucoup des plus âgés de ce pays qui ne seront plus électeurs en 2022 parce qu'ils seront morts.
Et voilà. Et ceux qui seront retraités en 2022 auront été actifs avant et profiteront peut-être de cette politique actuelle. Alors, je vous le dis encore sans tomber dans le cynisme, mais ça marche comme ça aussi, le comportement électoral. Alors, vous venez de l'entendre comme moi, hein, l'éditorialiste donc, a expliqué que la stratégie de Macron, dans sa recherche de faire des économies et de cibler d'abord les retraités, et soi-disant privilégier les jeunes, vous verrez après que c'est pas vrai du tout, hein, il se dit que d'ici de toute façon la fin du quinquennat, donc les grands-parents, voire les parents, hein, attentifs à leurs enfants et petits-enfants, auront trouvé du travail, et si ils trouvent du travail, ils vont dire finalement que leur sacrifice à eux, hein, les retraités, les seniors, d'avoir rogné un petit peu sur leur retraite, hein, s'être laissé un petit peu baisser leur retraite, et ils se diront finalement leur sacrifice n'aura pas été vain. Et donc vous avez vu, hein, donc ils rajoutent après qu'une partie de cet électorat qui est susceptible de voter ou revoter pour Emmanuel Macron, parce qu'il y en a beaucoup qui ont voté pour Emmanuel Macron, donc seront morts quand même d'ici 2022. Donc sous-entendu pour cause bien entendu de vieillesse ou de maladie, mais voilà, c'est quand même ce qu'il y a de plus cynique. Et puis il y a aussi un autre élément dont on va parler. Forcément, notre petite référence rapide sur le plan astrologique, mais ça on a déjà fait une vidéo, même plusieurs vidéos, une série de vidéos complètes sur le duo, le tandem de choc, hein, Saturne-Pluton dans le signe du Capricorne. Donc nous sommes aujourd'hui le 1er septembre, et vous constatez qu'on a même 3 planètes en ce moment dans le signe du Capricorne. Et donc c'est la raison pour laquelle on avait expliqué de longue date que ce cycle Saturne-Pluton qu'on retrouvait déjà en 1983 au moment du tournement de la rigueur de Pierre Mauroy, donc qui se situait fin du signe de la Balance, signe de la France de la Ve République, et qui s'apprêtait à rentrer en Scorpion. Donc on avait cette conjonction-là à l'époque, en 83. À l'époque, c'était complètement assumé, ça s'appelait vraiment le tournant de la rigueur. Et là, en fait, dès le début du quinquennat, rien n'a été dit sur le fait que donc il y allait avoir une politique d'austérité. Si vous regardez bien, au niveau des médias, toutes les annonces qui ont été faites, on nous a parlé de croissance, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait Jupiter qui était dans le signe de la Balance au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui, Jupiter est dans le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion, c'est Jupiter, ça représente la croissance, ça représente l'expansion, justement. Donc c'est vrai qu'on se réfère à cette planète-là aussi pour parler, si on doit parler de croissance. Et puis, donc dans le signe du Scorpion, le signe des grands secrets, donc des secrets jalousement gardés. Donc là, justement, c'est-à-dire qu'on n'assume pas, tout est caché. Et d'ailleurs, on retrouve le Scorpion gouverné par Pluton, Pluton qu'on retrouve dans le signe du Capricorne, le Capricorne qui est le signe gouverné par Saturne, qu'on retrouve d'ailleurs en ce moment donc, dans le signe du Capricorne, donc qui symbolise justement la vieillesse, qui symbolise les seniors, qui symbolise les gens qui ont la maturité, qui ont l'expérience, qui ont accumulé donc de l'argent, une épargne, un patrimoine, voire voilà, qui ont une pension, et donc où là, justement, avec ce cycle-là, Saturne-Pluton, donc ça, on l'a annoncé, même à contre-courant, on l'avait dit au cours de nos prévisions 2017-2018, et beaucoup de gens avaient dit que j'étais à l'époque alarmiste, que c'était exagéré, je me souviens très bien, et puis finalement, donc vous voyez qu'on est même très loin de la vérité. Même je me disais en écrivant, bon là je pense que les gens, quand ils vont avoir terminé la lecture de mes prévisions, ils vont se jeter d'un pont. Bon, mais je me suis dit, il faut quand même dire la vérité, parce que sinon, voilà, du coup, vous voyez, maintenant on est en plein dedans, et puis les gens s'aperçoivent. Je vois les témoignages, je vous l'avais dit lors de la dernière vidéo, qui sont de plus en plus édifiants, des choses. J'avais même dit d'ailleurs qu'il y aurait beaucoup de choses qui seraient faites au niveau des dossiers. Donc là, on parle bien de l'administration, puisqu'on parle de Saturne dans son domicile, dans le signe du Capricorne, donc le signe du corps d'État, des structures, des infrastructures. Donc vous voyez bien que tout est démoli au niveau des infrastructures. On a même maintenant des routes et des ponts qui sont en train d'être démolis. Donc là, on retrouve, vous voyez, encore une fois, les structures, tout ce qui est solide, tout ce qui maintient un pays debout, quelque part. Et donc là, on retrouve justement cette comment dirais-je, comme si on allait chercher maintenant plus loin encore, parce qu'il faut rembourser cette dette faramineuse donc, qui s'est accumulée depuis maintenant des années à travers les intérêts de la dette, puisque l'État est devenu, depuis 1973, donc j'avais déjà expliqué ça à plusieurs reprises, est devenu en fait une sorte de mineur, puisqu'il s'est mis dans la main donc des banquiers, finalement, puisque quand il doit faire un emprunt pour faire une route, pour construire un bâtiment, pour construire une école, un hôpital, etc., il a dû à chaque fois aller
emprunter sur les marchés privés, donc à chaque fois avec notre argent, bien entendu, avec l'argent des Français. Donc ça a été, au début, ben, forcément, on ne l'a pas vu venir, hein. Beaucoup de gens n'ont pas fait attention, puis aujourd'hui, ben, voilà, on arrive à des taux d'endettement qui sont faramineux, et voilà, donc on aura l'occasion, de toute façon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, on aura l'occasion d'y revenir encore et d'approfondir, hein, cette question-là, qui est effectivement épineuse et qui explique aussi pourquoi, ça je l'avais dit, que ben, ils feraient feu de tout bois justement pour aller chercher l'argent partout où ils peuvent, puisque j'avais même pris l'exemple du marathonien, hein, du marathonien qui court, et puis d'ailleurs vous voyez les marathoniens sont plus que sveltes, hein. Il y en a même qui sont chétifs et qui ont la peau sur les os, puisque au fil des courses, au fil des efforts, hein, qu'ils font, eh ben, il y a les protides, les lipides au départ qui sont attaqués, et puis ensuite après c'est carrément le muscle. Voilà. Et là on y arrive, si vous voulez. C'est-à-dire que là on est dans une séquence où la France, on est en train d'attaquer le muscle. Le muscle, c'est... bon, on a commencé par les entreprises privées, mais ça fait très longtemps, hein, même sous les autres gouvernements, hein. Jospin et autres, hein, dans les années, même des années 90 et même avant, hein, la privatisation, c'est pas d'aujourd'hui. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu des fleurons aussi qui ont été touchés, on a parlé d'Alstom, et puis on a maintenant carrément les entreprises, les services publics, pardon, donc on a vu SNCF, avec les conséquences qu'on va avoir derrière très vite, hein, puisque vous voyez déjà ce que ça a donné concernant les sociétés d'autoroutes, avec nos routes qui sont plus du tout en état, puisque les actionnaires ont pris l'argent, se sont gavés et n'ont pas investi suffisamment donc, dans les infrastructures justement pour pouvoir maintenir dans un bon état, un état en tout cas de sécurité et donc de normes donc, suffisantes pour que nos concitoyens puissent circuler sans avoir d'accroc. Hein. Donc voilà, hein. Et là maintenant on a les hôpitaux, et ainsi de suite. Donc il faut savoir que les prêts, l'emprunt donc, que l'État fait auprès des banques privées, les banques privées prêtent à des taux jusqu'à présent très très bas, donc c'est vrai que les taux sont extrêmement bas, et aussi à la France particulièrement, puisque la France justement a derrière en fait des ressources très importantes, un patrimoine immobilier, un stock d'or, ce qu'on appelle communément les bijoux de famille. Or là justement, on est en train d'attaquer aussi ces bijoux de famille, c'est-à-dire que désormais, comment dirais-je, l'indexation donc sur la richesse nationale, eh ben, elle va baisser, quoi. C'est-à-dire que maintenant, quand il y aura un emprunt qui sera fait, progressivement, plus le temps passera, plus on cédera au privé nos infrastructures, tout ce qui maintient les services publics, hein, tout ce qui maintient debout la France, et ben du coup, les banquiers vont prêter à des taux de plus en plus élevés, forcément, puisque derrière, ils savent que la garantie comme ici, c'était une garantie hypothécaire, baisse. Donc ça, c'est déjà un réel problème, donc il faut bien avoir à l'idée. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, beaucoup de gens me posent la question, me disent, mais quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? Alors déjà, je vous le dis, c'est clair que ça ne va pas s'arrêter avant la fin du cycle Saturne-Pluton, ça c'est sûr. Mais même après, puisque Pluton, tant que Pluton est dans le signe du Capricorne, et il en a encore pour un petit moment, puisqu'il reste jusqu'en 2023, hein, donc il va y avoir une continuité dans ces coupes budgétaires, hein, et donc il faut s'attendre justement, faut vraiment, moi le conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment de faire des économies et de placer, de diversifier. On parlera tout à l'heure des solutions, parce que c'est vrai que c'est bien de faire un diagnostic, et je ne suis pas là pour vous effrayer ou faire du, comment dirais-je, du catastrophisme, hein. Au contraire, je suis là plutôt pour informer, en complément de ce que je peux faire dans les consultations, mais ça c'est vraiment d'ordre privé, ça concerne vraiment l'individu. Et là je m'adresse au collectif que nous sommes, et donc il y aura certaines mesures à prendre que je vous encouragerai à faire. Après, bien entendu, chacun a la liberté de faire, mais ce sera, à mon avis, important pour pas tomber de haut, pour pas être pris justement dans la nasse, quoi, dans la tourmente, au moment où les choses vont vraiment se corser. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous avez entendu Monsieur Christophe Barbier, donc dans sa tirade, là, à un moment donné, il parle de la taxe d'habitation. En gros, hein, il dit que les gens vont faire des économies sur la taxe d'habitation. Et justement, pendant que... Alors ça, c'était le 7 juillet, hein, pendant que les Français avaient les yeux rivés sur le match de foot, hein, qui battaient leur plein lors du mondial en Russie, on apprenait par la voie journalistique, hein, du Huffington Post
que l'exonération de la taxe d'habitation, une des promesses phares de campagne du candidat Macron, qui devait être mise en œuvre au tout début du quinquennat, au plus tard en 2019, sera finalement reportée. Donc alors que le porte-parole du gouvernement qui soutenait finalement que Macron n'avait jamais fixé de calendrier, le journaliste du Huffington Post, comme quoi il y a aussi du journalisme aussi qui est là, mais après je vous expliquerai, c'est très subtil, quand même, qui sont là aussi pour essayer de mettre en lumière, de faire un peu appel à la mémoire, et donc montre en fait, apporte la controverse, et montre par la publication donc, de cet article-là que vous avez sous les yeux, et également d'une vidéo que je vais vous passer, donc la controverse, et met en évidence en fait de façon éloquente le décalage entre les promesses d'un candidat, mais ça ne sera pas la première fois, en campagne, donc les promesses d'un candidat en campagne, et puis également la réelle politique. Découvrez la Peugeot 208. Campagnes sont reportées. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages n'est finalement prévue qu'en 2022. Au niveau fiscal, est-ce que, oui ou non, dans les prochains mois et les prochaines années, ça va augmenter ou baisser? Je parle des impôts directs et indirects. Moi, je vais parler de tout. Mais je veux aussi vous dire qu'Emmanuel Macron n'a pas été élu pour 3 mois. Il est élu pour 5 ans. Il avait pris un engagement devant les Français pour 5 ans. À aucun moment dans la campagne, et j'étais son porte-parole de campagne, nous n'avons dit on va baisser tel impôt en septembre 2017, tel autre en janvier. Emmanuel Macron dévoile son programme économique, avec d'abord une promesse surprise en matière d'impôts. L'État exonérera, comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui pour les ménages très pauvres, les Françaises et Français de classe populaire et de classe moyenne, sur leur taxe d'habitation. En clair, dès 2019, 4 foyers sur 5 ne paieraient plus la taxe d'habitation. Exonéré de taxe d'habitation, la taxe d'habitation d'ici 2019. Concrètement, ça veut dire que pour 80% des Français, vous ne payerez plus la taxe d'habitation. On fera une réforme en profondeur en début du quinquennat pour que les communes gardent l'autonomie fiscale et le même niveau d'argent. Dans la réforme qui sera portée en début de quinquennat, nous préserverons leur autonomie fiscale. La réforme de la taxe d'habitation qui doit contribuer d'ici la fin du quinquennat à rendre du pouvoir d'achat à l'immense majorité de nos concitoyens. La suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages n'est finalement prévue qu'en 2022. Ce que j'ai demandé, c'est que fasse l'évolution de la CSG en même temps que la baisse de la taxe d'habitation pour que vous ne perdiez jamais de pouvoir d'achat. En même temps que la baisse de la taxe d'habitation. La baisse de la taxe d'habitation en même temps sera engagée. C'est pas dit en même temps, si j'ai bien compris. C'est pas exactement en même temps, je vous confirme, mais... Olivia Grégoire, députée de La République En Marche, on décale dans le temps tout ce qui pourrait ressembler à une baisse d'impôt, la taxe d'habitation allégée pour 80% des ménages. On jalonne et on jalonne avec précision sur la taxe d'habitation qui impacte quand même lourdement les collectivités locales et territoriales. Prendre aussi le temps, dès le congrès du mois de juillet avec les sénateurs notamment, de faire cette conférence des territoires pour en parler avec les collectivités locales. La taxe d'habitation qui impacte quand même lourdement les collectivités locales et territoriales. C'est une mesure qui ne coûte rien aux collectivités locales. Qui impacte quand même lourdement les collectivités locales et territoriales. L'État payera à la place, mais elles toucheront l'argent. Donc cela n'entrave en rien leurs moyens de fonctionnement, leur capacité à faire. Qui impacte quand même lourdement les collectivités locales et territoriales. L'argent que les communes ne toucheront plus par la taxe d'habitation, c'est l'État qui le compensera. Alors donc vous avez vu toutes les tentatives pour rassurer en fait l'opinion publique, tous les communicants redoublent d'ingéniosité et n'hésitent pas à nouveau à utiliser des éléments de langage indiquant finalement que cette promesse sera tenue, on n'est pas élu pour 3 mois, vous verrez, on reporte, etc. Donc elle est simplement reportée dans le temps. Donc la vérité, c'est que cette mesure a de très fortes probabilités, c'est selon moi, de ne jamais être appliquée. Nous avions en effet prévenu à maintes reprises, donc je vous l'ai déjà dit, et même à contre-courant de ce qui se disait à l'époque, que le tandem Saturne-Pluton, je viens de le rappeler, en Capricorne n'était pas là pour faire de cadeaux fiscaux, mais pour épurer les dettes. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit justement qu'il n'y avait plus de journalistes. Et donc, vous voyez, là, vous pourriez dire, mais il se contredit finalement, lui-même d'ailleurs fait des références journalistiques. Effectivement, donc on voit bien qu'il y a une partie de la presse qui peut attaquer aussi Emmanuel Macron, qui va le mettre en difficulté, y compris son équipe resserrée et ses députés de sa majorité.
Mais en fait, tout ça, c'est un jeu de dupes. C'est-à-dire que pendant le mandat, donc là, chacun reprend en fait son couloir, chacun reprend son rôle, si vous voulez. Il y en a un, alors François Hollande reprend, on va dire, sa casquette du PS, par exemple. Chaque journaliste reprend aussi, parce qu'il y a des journalistes d'opinion, reprend un petit peu sa casquette. Le Nouvel Observateur est plutôt connoté à gauche, donc il se met à gauche. Le Figaro, c'est plutôt à droite, etc., etc. Marianne à gauche, ainsi de suite. Chacun, en fait, reste dans son couloir pour continuer, finalement, à diviser les Français, si vous voulez. Que chaque Français, en fait, ça permet de parler un peu à différentes catégories de Français, parce que chaque Français a des priorités qui sont différentes. Et non pas aussi, regardez comme là, on a par exemple les personnes âgées, puis on a aussi les jeunes. Donc en fait, cette tactique-là permet, dans l'intervalle, de parler un petit peu à tout le monde, de dire le tout et son contraire, de faire en sorte après qu'on n'y comprenne plus rien, de créer une diversion, et c'est là où on retrouve aussi dans la tirade d'Emmanuel Macron, donc pour revenir à notre propos du début, donc cette tirade-là permet finalement... Je suis désolé, il y a la pub, décidément on est vraiment envahi. Donc ça permet à chaque fois de diviser pour mieux régner. Puisque là, par exemple, si on reprend sa phrase, où il compare le peuple danois et le peuple français, donc là, il divise déjà, il divise les peuples déjà, c'est-à-dire des peuples du même, soi-disant, d'Europe, qui sont censés être solidaires. Puisque à chaque fois, ils nous disent la solidarité européenne, etc. Et là, vous voyez que dans sa phrase, dans cette petite phrase aussi, qui paraît anodine et qu'il a d'ailleurs déclaré un peu plus tard, 2 jours plus tard, je crois, que c'était un petit trait d'humour, en réalité, tout est savamment calculé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et même ce trait d'humour-là, il est préparé à l'avance, avec peut-être une part d'improvisation, puisque Emmanuel Macron, on va le revoir sur son thème, et on l'a déjà vu, il a aussi cette faculté aussi à improviser, mais à rester toujours sur une ligne directrice qui permet en fait de diviser pour mieux régner. Donc là, on dresse d'une part donc, les peuples, les générations, les uns contre les autres. Vous l'avez vu avec la génération des seniors contre finalement les plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Et alors qu'en réalité, donc vous avez pu le constater dans les différentes mesures qui ont été mises en œuvre, il y a par exemple ceux qui arrivent à la retraite, il y en a qui ont cotisé dans le passé pour les autres retraités. Il y avait une solidarité nationale, et là on est en train de mettre à mal la solidarité nationale. Pareil, on demande aux jeunes actifs de travailler plus, même de sacrifier les journées de la Pentecôte pour, soi-disant, prendre en charge les retraites des plus anciens. Et puis vous voyez que là, hop, et là on cible plutôt les jeunes. Mais pourquoi? Donc là, monsieur Christophe Barbier a dévoilé le poteau rose. Et donc, vous voyez qu'il ne s'en cache même plus désormais. C'est-à-dire qu'il vous dévoile, si vous tendez bien l'oreille, finalement l'arrière-cuisine de ce qu'expliquent les fameux spin doctors et les communicants à leur politique, à conseiller leur poulain quand ils se retrouvent en coulisses pour savoir comment ils vont finalement faire passer, bon gré, mal gré, la politique qu'ils ont en tête. Et la politique qu'ils ont en tête, je vous l'ai dit. Et là, on se réfère justement à notre grille de lecture planétaire donc favorite, qui est justement ce fameux cycle Saturne-Pluton, qui n'est même pas encore complètement formé en degrés, mais qui est déjà à l'œuvre pour vraiment tailler dans les dépenses. Voilà. Et pour être complet, donc ça j'ai dû le dire aussi précédemment dans d'autres vidéos, donc je vous ai dit, donc pendant la campagne électorale, on monte en épingle la personne que l'on veut voir passer. Donc là, en l'occurrence, c'était Emmanuel Macron, donc depuis 2016 et surtout 2017, juste avant la campagne. Donc il était vraiment propulsé par tous les médias. Tous les médias, vous avez vu, même tous les hommes politiques se sont rangés derrière lui. Je vous l'avais dit déjà, de Robert Hue, donc du Parti communiste, en passant par tous les gens de gauche, de droite, jusqu'à même les gens qui sont libéraux, derrière Emmanuel Macron, pour après chacun reprendre son couloir. Chacun sa boutique, gérer sa boutique politicienne, voilà, pendant on va dire, tout le mandat. D'ailleurs, vous voyez François Hollande qui a critiqué vertement récemment Emmanuel Macron, alors qu'en fait c'est son père spirituel, ou en tout cas c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier, conseillé bien entendu par d'autres personnes en coulisses dont on a déjà parlé.
Et puis après, à un moment donné, au milieu du quinquennat, on alterne. Un coup, on dit, ah, il baisse, il descend, il remonte, il descend, il remonte, ainsi de suite. Hein, il va y avoir, pendant tout le quinquennat, ça va être ça à chaque fois. Ah, sa cote de popularité remonte, ah, sa cote de popularité baisse. Il y a comme une sorte de feuilletonnage qui maintient en haleine les Français, et même à un moment donné, ça va être assez spectaculaire. On va dire, ah, Emmanuel Macron est très très bas, comme par exemple François Hollande, hein, donc était à la fin de son quinquennat, vous voyez, 25 octobre 2016, donc sa popularité était à 4% de bonne opinion, donc ça veut dire qu'il est vraiment très bas. Mais en réalité, ces gens-là, si ça se trouve, ils sont même pas à ces niveaux-là, ils sont même depuis le début très très bas, mais c'est les médias avec les instituts de sondage de toute façon qui sont aux mains des grands argentiers. Hein, d'ailleurs, vous regarderez les noms des propriétaires des instituts de sondage, c'est tous des copains à Macron, c'est tous des milliardaires. Voilà. Et puis ensuite, vous avez cette phase-là où il faut après en finir. Hein, il faut finalement, on passe à autre chose. Donc là, les gens, une fois qu'ils se sont bien défoulés, et donc c'est là où j'en viens justement à cette symbolique du taureau. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on parlait des Gaulois, ça c'est Emmanuel Macron qui parlait des Gaulois, on va y revenir, mais également du taureau. Donc ça je l'avais dit aussi dans mes prédictions 2017, pour expliquer en fait que les Français sont un petit peu comme des taureaux dans une arène. Donc vous avez vu le pauvre taureau, il fonce à chaque fois sur le foulard rouge qu'on lui agite. Le foulard rouge à chaque fois, c'est un des présidents. Donc on a eu Sarkozy, on a François Hollande, puis maintenant c'est Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'en plus, ils ont des personnalités atypiques. Hein. Vous vous souvenez que, par exemple, Nicolas Sarkozy, casse-toi pauvre con, etc. Et puis là, maintenant, on voit Emmanuel Macron qui est très désinvolte, donc sa personne ne laisse pas indifférente. Hein. Il y en a qui vont même l'aimer, il y en a d'autres qui vont le détester, etc. Donc tout le monde va s'acharner sur lui. Toutes les critiques vont être contre lui, mais finalement, on parle de moi en bien ou en mal, mais on parle de moi quand même. Et donc, du coup, ça donne l'impression aux gens qu'il a encore le pouvoir, si vous voulez. Donc il est comme un acteur, hein, ça j'avais déjà expliqué la théâtralisation de la politique, et puis du coup, tout le monde se rabat sur lui, et donc vous avez ce taureau qui fonce, et à chaque fois le matador qui enlève le foulard rouge, et puis à la fin, vous vous retrouvez avec le taureau qui est planté de partout, le pauvre, hein, qui se prend des pics du matador, puisque le pauvre taureau fonce vers le foulard rouge. Alors voici une image triste, plus que triste, qui est horrible, voilà, qui est vraiment détestable, hein, où on voit justement ce pauvre taureau, justement, et vous voyez même qui ose, et là vous voyez ce matador-là qui ose lui faire la bise, alors que le taureau, le pauvre, est sur le point de mourir, il a plein de pics partout. C'est pareil, voilà, les Français, c'est la même chose, c'est-à-dire que là, vous avez ces gens, tous les communicants, les politiciens, etc., qui vous font comme au taureau, qui vous font la bise comme ça, alors qu'en fait, derrière, ils vous mettent plein de couteaux, plein de pics dans le dos. Voilà ce qui se passe. Et les Français continuent malheureusement à foncer sur donc le fusible, finalement, aller chercher, à aller enlever le fusible, au lieu d'aller enlever aller s'attaquer, si vous voulez, au disjoncteur, hein, à la source, hein, là où vient l'électricité, au producteur d'électricité, donc qui est notamment, tous ces financiers, hein, donc voilà, qui ont créé l'Union européenne. Enfin, il y a plein d'instances, hein, de toute façon, qui sont là pour donner des injonctions, donner des feuilles de route que nos politiciens suivent, voilà, à la lettre, avec plus ou moins d'improvisation par moment, mais il y a quand même une ligne directrice. Alors donc dans cette phrase, hein, donc les Français sont des Gaulois réfractaires au changement. Donc vous avez compris aussi que dans son esprit, s'il y avait des Gaulois qui résisteraient, parce qu'il y en a, hein, de toute façon, qui résistent, il y en a d'autres qui vont malheureusement suivre les médias, qui vont suivre BFM TV, qui vont suivre tout ça, et donc c'est là où je parle justement de ces moutons de Panurge, et je vais en dire quelques mots dans quelques instants, parce que tout le monde se rejette un peu la faute. J'ai vu que les Français, en fait, beaucoup sur la toile, hein, j'ai un peu ressenti les choses, observé, je pense que ça vous avez pu le constater, les Français vont beaucoup, finalement, chacun va épouser un couloir, c'est-à-dire que chacun va rester fidèle à finalement une doctrine politique par habitude ou parce qu'il est convaincu, tout simplement, et par rapport à un personnage qu'il aime ou qu'il n'aime pas, un leader politique. Et donc c'est ce qui va se passer, c'est qu'il y a une impression de résistance, mais derrière, ce sera un petit peu comme jadis avec Vercingétorix, hein, face au conquérant Jules César, il a dû se rendre, hein, à Alésia, vous vous en souvenez tous.
C'est donc un peu comme ça qu'il faut prendre cette phrase apparemment anodine, lancée sur le ton de l'humour, mais qui en dit long sur la volonté farouche d'Emmanuel Macron d'imposer ses vues, et surtout de ceux qui l'ont sponsorisé pour accéder au pouvoir. Donc ça, on l'avait rappelé, que nos dirigeants ne craignent plus maintenant la foudre du peuple qui s'abatte sur eux sous forme de vote sanction lors des prochains scrutins électoraux. D'ailleurs, vous l'avez vu avec les retraités, puisque depuis l'arrivée de Pluton, qui symbolise le pouvoir du monde de la finance, donc il est en Capricorne, le pouvoir politique, institutionnel et même journalistique a tout simplement été trusté par le monde de la finance, notamment par le transfert des derniers bastions de souveraineté vers l'Union européenne et la Commission de Bruxelles. Donc cette stratégie en fait de la culture de la terre brûlée ne risque donc pas finalement de représailles électorales. Alors une insurrection populaire dans la rue, ça par contre, il y aura. Alors nous avons déjà un appel à la mobilisation à la grève qui est déjà acté pour le 9 octobre contre la politique sociale du gouvernement. Donc là c'est déjà prévu, donc comme vous pouvez le constater, donc les syndicats sont déjà sur le pied de guerre. Mais justement, là, tout est encore prévu pour canaliser cette contestation par ce que j'appelle, moi, de la fausse opposition ou fausse dissidence, qui joue un petit peu le rôle de paratonnerre. Donc, comme je vous l'ai dit, tout le monde, finalement, est dans son couloir. Donc là, vous avez, il faut savoir que les leaders politiques, tous autant qu'ils sont, les syndicats également, ils sont tous inféodés, tous financés, malgré les discours de façade en apparence contestataires. C'est-à-dire que chacun, bien entendu, joue sa partition. C'est vrai que quand on les entend, l'analyse, on ne peut que être d'accord. Mais après, dans la stratégie, c'est là où on voit que c'est complètement contre-productif. Se retrouver dans la rue à manifester et contester, c'est désormais des actions qui sont vaines et même contre-productives, puisqu'elles vont finalement donner l'opportunité à Emmanuel Macron de se saisir de ce prétexte pour s'arroger les pleins pouvoirs en exerçant par exemple l'état d'urgence et des lois liberticides avec les réformes constitutionnelles dont on a déjà parlé. En train de changer. Elle change beaucoup plus vite et beaucoup plus profondément qu'on ne le croit. Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. Cette bonne humeur présidentielle, beaucoup en revanche s'en sont aperçus et l'ont plutôt mal prise. Je viens de vous passer cet extrait de Nicolas Sarkozy, donc c'était le 6 juillet 2008, pour une conférence où il avait dit, donc vous l'avez entendu comme moi, quand il y a une grève, personne ne s'en aperçoit. Et vous voyez qu'il a parlé aussi de changement. Donc il emploie la même terminologie. La France est en train de changer. Et pourquoi elle est en train de changer? Donc 6 juillet 2008, donc ça correspond bien à l'avènement, au transit de Pluton. Vous savez qu'il avait fait ses premières incursions en 2007, mais surtout 2008. Et donc pourquoi a-t-il lancé ça? Pareil, un goguenard avec un brin de provocation. D'ailleurs, il est du signe du Verseau. Les Verseaux peuvent être très provocateurs. On retrouve d'ailleurs cette dimension, on va reparler, urano-martienne, et on en a déjà parlé chez Emmanuel Macron. Parce que justement, il sait que maintenant, les Français, il ne doit plus rien aux Français, et que son élection, finalement, ne dépend plus que des médias, et puis que tous les transferts de pouvoir ont été faits en direction, justement, de Bruxelles, de la Commission de Bruxelles, avec la réécriture dans le dos, donc des Français en congrès, avec le Parti Socialiste, avec tous les partis, on va dire, de gouvernement, mais également même ceux qui sont censés être dans l'opposition, parce que certains ont parlé de forfaiture, etc. Mais voilà, ils ont piétiné tout simplement le vote de 2005, du 29 mai 2005, où les Français avaient dit non, et ils ont transféré tous les pouvoirs. Donc c'est pour ça que Nicolas Sarkozy se permettait d'être, pareil, goguenard, et donc un brin provocateur comme Emmanuel Macron aujourd'hui. Et donc là, on retombe bien sur nos pieds par rapport à tout ce qu'on dit depuis qu'on fait toutes ces vidéos, depuis qu'on écrit tous ces articles-là. On voit bien donc la corrélation entre l'avènement de Pluton en Capricorne et ce grand changement qui s'est profilé à l'horizon, et cette déconstruction qui s'est accélérée durant cette période plutonienne du Capricorne. Toujours pour revenir à cette phrase concernant les Gaulois, nos ancêtres les Gaulois, et donc cette phrase lancée par Emmanuel Macron. Donc vous savez tous maintenant qu'il est du signe du Sagittaire, enfin peut-être les personnes qui nous rejoignent, et je les salue au passage, parce que j'ai vu qu'il y avait aussi encore pas mal de monde qui nous avait rejoint. Donc Emmanuel Macron est du signe du Sagittaire, 21 décembre 1977, 10h40, à Amiens, donc Sagittaire, ascendant Capricorne. Et donc,
Alors, il y a une personne qui est très férue et très spécialisée en astrologie qui avait un doute, hein, qui me disait non, il est ascendant Verseau. Je confirme qu'il est ascendant Capricorne. Vous regarderez tous les hommes politiques de premier plan, hommes ou femmes politiques, hein, sont très marqués par le Capricorne. Pourquoi? Parce que Pluton leur donne le pouvoir, leur donne les prérogatives, la puissance, régénère en fait certaines forces pour les mettre en avant au plus haut sommet du pouvoir, et puis d'être aussi lié à cette plutocratie dont on parle. Donc Emmanuel Macron est bien ascendant Capricorne, comme l'était François Hollande, qui a la lune en Capricorne, qui a également la tête du dragon, dans une position stratégique, mais je sais que c'est en Capricorne, je ne sais plus dans quelle maison, mais je sais que c'est une maison en angulaire. Vous vérifierez aussi également pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, il n'a aucune planète en Capricorne, mais il a une tête du dragon, donc nœud nord de la Lune, également en Capricorne. Vous pouvez prendre Marine Le Pen, pourtant qui est censée être une opposante, donc à la Lune en Capricorne. Hein. Vous prenez des leaders étrangers, hein, vous prenez le leader espagnol là, qui est en ce moment au pouvoir, Pedro, je crois que c'est Pedro Sanchez, pareil, il est marqué par le Capricorne. Vous prenez Salvini, il est marqué par le Capricorne. Donc la plupart du temps, vous regarderez, je crois Marlène Schiappa également, les Scorpions, avec Mars de mémoire en Capricorne. Voilà, hein, alors bien sûr, il y aura toujours des exceptions par le jeu des correspondances. Mais voilà, tout ça pour vous dire que Emmanuel Macron est bien ascendant Capricorne, malgré donc un ascendant effectivement qui est à la fin du signe du Capricorne. C'est vrai qu'avec quelques minutes d'écart, hein, en 1977, je ne sais pas s'ils étaient aussi pointilleux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai vu que c'est vraiment à la minute près, mais voilà, il me semble quand même qu'il est ascendant Capricorne. Donc ceci étant dit, donc, on disait que c'est souvent depuis l'étranger hein, que le type de phrase hein, qu'il lance, où il met en porte-à-faux les Français. Donc là, l'étranger, ça nous rappelle justement le Sagittaire, hein, qui est normalement réputé pour rassembler et fédérer, mais d'autres éléments planétaires viennent contredire les qualités communément attribuées au 9e signe du zodiaque. Hein. Alors, ces éléments-là, on en a déjà parlé en long, en large et en travers, hein, c'était Mars-Uranus, justement, qui explique. Donc, c'est ces planètes valorisées, Mars, planète de conquête, hein, et Uranus, donc en dissonance, hein, donc qui explique cette désinvolture, ces contre-pieds, hein, ce côté frondeur, etc. Donc là, je vous renvoie vraiment aux vidéos qu'on avait faites depuis la présidentielle, et également, tout récemment, on avait fait sur l'affaire Benalla. Alors, là, on retrouve aussi une autre phrase qu'il avait prononcée, c'était pareil à l'étranger, au micro de la BBC, lors d'un voyage en Angleterre, au Royaume-Uni, où Macron, en fait, admettait que les Français auraient probablement choisi de quitter l'Union européenne en cas de référendum. Donc ça, c'est un article de chez Marianne. Donc là aussi, c'est une forme, quelque part, de provocation. Donc dans son déplacement outre-Manche, de dire une telle chose, hein, que finalement, très probablement, les Français voteraient, comme en 2005, pour la sortie de l'Union européenne. Donc cette phrase, en apparence anodine, hein, lâchée en interview, est un aveu criant hein, que les sondages officiels qui prétendent que les Français seraient résolument pro-européens sont complètement biaisés. Hein. Donc ça confirme bien le fait que nous serions finalement dans une dictature molle, puisque là on a le vrai sondage, c'est-à-dire que là en fait ils ne nous présentent pas bien entendu le sondage, mais lui il sait, puisqu'ils ont des services de renseignement, les RG, etc., hein, ils font des sondages auprès des Français, et ils se rendent bien compte que les Français n'en veulent plus du tout de tout ça, de toute cette construction complètement inique et complètement insolite, complètement aberrante hein, voilà, de l'Union européenne, n'en veulent plus du tout, mais monsieur continue, vous voyez, à avancer, à marche forcée, voilà, vers le fédéralisme, la mondialisation et la globalisation. Donc là, il y a effectivement ce côté dictatorial, hein, une dictature molle ou rose bonbon, comme vous voulez, puisque les dirigeants font finalement le contraire de ce que veut le peuple, c'est-à-dire, hein, vous savez que la démocratie, ça vient de démos kratos, hein, donc démos c'est le pouvoir du peuple, tout en sachant qu'on n'était pas déjà dans une vraie démocratie, puisque c'est une démocratie représentative, donc là ce sera un grand débat, mais là on en est vraiment extrêmement loin, puisque comme vous le savez, les personnes qui dirigent aujourd'hui, c'est la Commission européenne, et la Commission européenne, c'est des personnes qui sont non élues. Alors, idem, nous voyons encore Emmanuel Macron, pareil, donc à l'étranger, donc qui salue, en tout cas qui parle de l'étranger, qui parle peut-être en France, mais donc qui salue en fait le courage et la dignité du peuple grec hein, pendant la crise.
Donc ça aussi, c'est cette manière en fait de complimenter les Grecs hein, sur les résultats obtenus au prix de lourds sacrifices, en faisant allusion à leur dignité, c'est là un message codé qui s'adresse aussi aux Français pour les inviter eux aussi à être aussi dignes finalement que les Grecs. Comprenez, soumis à la Troïka, lorsqu'elle passera malheureusement par l'Hexagone. Hein. Nous retrouvons ici, hein, dans toutes ces tirades finalement, à la fois les accents caustiques et provocateurs du tandem, encore une fois, Mars-Uranus, hein, dans son thème. Avec Mars, on l'a dit tout à l'heure, le conquérant Uranus empreint de cette désinvolture est synonyme de division, lorsqu'elle est en mauvais aspect, donc valorisée comme c'est le cas dans le thème du président de la République. Donc, si les Français seraient encore des Gaulois, comme l'a déclamé Emmanuel Macron, donc ça signifierait-il que lui, finalement, se prendrait donc pour Jules César. Et donc, on l'avait vu, ça c'était sur la vidéo avec Benalla, notamment, hein, on avait parlé de Caligula, donc le terrible empereur romain aux mœurs troubles et décadents, hein, qui avait jadis nommé son cheval Insignatus consul en le faisant construire une écurie et une mangeoire. La synthèse de tout ça, bah, c'est que pendant que Emmanuel Macron divertit par le canal des médias les Français, qui s'insurgent hein, effectivement avec toute sa garde rapprochée qui, pareil, hein, tire avec des phrases toutes prêtes qui permettent en fait de faire monter au créneau les Français, de les faire sortir dans la rue, que ce soit battre s'époumoner devant leur téléviseur ou même avec des amis lors d'un repas de famille, hein, ne pas être d'accord et puis se chamailler sur des petits détails finalement. Donc là vous voyez qu'il y a derrière en réalité il y a qui fait cette diversion-là, une préparation pour la prise de pouvoir beaucoup plus importante qui entrera certainement en vigueur lorsque Jupiter transitera le Sagittaire, hein, son signe zodiaque, c'est-à-dire, là, comme vous le savez, en ce moment, Jupiter est en Scorpion, hein, d'accord? Et donc il va passer au niveau de son milieu du ciel dès le mois de novembre, début novembre, hein, et puis il va y rester toute l'année 2019. Donc là, ça veut dire que Emmanuel Macron va avoir une... En plus, il est marqué par il va y avoir Neptune. Hein. C'est sûr qu'il va y avoir des difficultés, bien entendu, mais il risque de prendre de plus en plus d'envergure. Jupiter, dans son domicile, va lui accroître encore plus ses prérogatives. On va lui permettre finalement de parachever et d'accélérer la déconstruction de notre système, de tout notre pays, hein, qui est en cours depuis maintenant le début des 2 quinquennats précédents. C'est pour ça que je voulais faire le lien aussi avec François Hollande et Nicolas Sarkozy, pour ne pas les laisser sur le bas-côté de la route, pour que les gens voient bien aussi le liant qu'il y a, hein, puisque Pluton a commencé son œuvre destructrice dans le transit, hein, depuis le début du transit en Capricorne 2007-2008, et davantage encore depuis que l'astre a franchi le cap de la maison 8. Hein, si vous prenez le thème de la 5e République du 28 septembre 1958 à 22 h à Paris, celui qu'on utilise hein, pour faire nos prévisions, qui est associé au thème fondateur de la 5e République, donc vous verrez que Pluton, donc planète de destruction, planète de la mort, hein, de transformation, de mutation, est en maison 8, symbole de la métamorphose. Bien sûr, la maison 8 symbolise la mort et les changements. Donc là, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Minéré par ce mot, hein, mouton de Panurge, hein, donc qui désigne un suiveur, une personne qui imite sans se poser de questions et qui suit instinctivement ce que le plus grand nombre de personnes hein, font dans un mouvement collectif sans exercer son esprit critique, ni seulement faire preuve d'intelligence pour espérer, pour qu'il soit finalement humain quelque part. Hein. Et donc là, il faut se référer pourquoi les gens se jettent à la figure les responsabilités. Là, il y a beaucoup les médias, hein, et bien sûr les politiques aussi, qui séparent les gens, qui font croire finalement que c'est de la faute de certaines catégories de personnes, par exemple, qui auraient voté Macron. De toute façon, si c'était pas Macron, c'était un autre. C'était pareil, hein, c'était la même politique avec un personnage, avec une cravate et une coupe différente, mais ça aurait été un peu la même chose avec quelques variantes. Mais en réalité, on aurait eu la même politique. Donc il faut que les Français, maintenant, identifient réellement les causes. Et les causes, c'est le monde de la finance. Hein. François Hollande, souvenez-vous, hein, avait dit... dans son célèbre discours du 14 janvier 2012, hein, qui était juste avant l'élection, hein, il avait dit « Mon ennemi, c'est la finance, hein, mon ennemi, il n'a pas de nom, il ne se présentera jamais aux élections, mais il gouverne, et mon ennemi, c'est la finance. » Et là, tout le monde, en tout cas les hommes, les personnalités de gauche, tous les sympathisants militants,
Moi, je me souviens avoir discuté avec des personnes à l'époque, et ils me disaient « Oh là là, j'ai eu des frissons ce jour-là ». Et là, vous voyez, on est dans l'émotion, dans l'émotionnel. À chaque fois, c'est toujours comme ça. Et moi, je disais à la personne « Mais non, mais tu verras, ça va être catastrophique, etc. » Puis bon, voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que les gens, il faut vraiment qu'ils prennent maintenant du recul, et les solutions, elles existent, et on va en parler dans une deuxième partie de vidéo que je vous propose de suivre tout de suite dans la foulée.